suivez le chat, à vous qui suivez le webinaire, pardon, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Philippe va vous expliquer la manière dont sont gérées les questions. Oui, donc je n'aurai pas l'occasion de lire les questions, ça c'est sûr. Et puis autre chose, j'ai préparé plutôt ce webinaire un petit peu d'un certain ordre logique qui va se dérouler. Et donc du coup, je préférerais avoir les questions en fin. Et je vais essayer de garder un timing sur la fin. Je me mets mon petit chrono. Et donc, bien, je commence. Donc, bonjour. Je m'appelle Philippe Bourgeon. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis vraiment, vraiment heureux et honoré de vous présenter ce webinaire que j'ai conçu avec une réelle intention de partage et une joie. Alors, je suis leader agile chez SOAT. Alors, ce n'est pas un titre officiel, c'est une posture que je me construis et que je propose. C'est un mixte entre savoir-faire et savoir-être. Et mon intention est d'incarner mon savoir-faire dans mon savoir-être. Alors, je me suis spécialisé depuis ces dernières années sur le leadership, et je parle d'un leadership à tous les niveaux d'une organisation, le leadership de tout un chacun. Donc, c'est l'objet d'un autre webinaire éventuellement. En attendant, je vous conseille la lecture des livres de David Marquet, que je cite d'ailleurs dans ce webinaire. Donc, le thème d'aujourd'hui entre aussi dans la catégorie de développement de leader pour tout un chacun. Le problème que je constate, que vous pouvez aussi constater au sein des équipes et des personnes que j'accompagne, ce sont les effets négatifs de diverses anxiétés dans le travail. L'anxiété, c'est un phénomène naturel. Bon, par exemple, là, pour ce webinaire, j'en ai une, forcément. Et les stratégies que l'on choisit d'adopter pour déjouer ces anxiétés sont en général issues de notre éducation et la plupart du temps, elles remontent à notre enfance. Nos instincts humains naturels nous dictent ces stratégies. Il se trouve que ces instincts sont de loin la plus grande source de délai, à la fois pour notre travail personnel comme le travail en équipe. Donc, c'est ce que je vois dans les équipes. Des personnes bien intentionnées qui essaient de faire la bonne chose pour la bonne raison, mais à partir du moment où il y a ces instincts, eh bien, la situation s'empire. Donc, ces impulsions ont, hélas, un effet vraiment négatif sur la productivité de l'équipe et leur productivité personnelle également. Le déroulé du webinaire sera le suivant. Je vais énoncer une série de 10 instincts inspirés par un cours de vidéo de Brendan Voshko, que je cite aussi dans les références à la fin du webinaire. À chaque fois, il y aura un premier slide avec un instinct à combattre et ce que propose Kanban à la place. Et puis, il y aura un second slide pour donner un peu plus de détails. Et les choses vont se mettre en place au fur et à mesure des 20 slides que je vais dérouler. Donc, l'instinct numéro 1, c'est l'efficacité. Donc, comme vous pouvez lire cette brillante citation de John Terry, il y a un mensonge quand on impose d'emblée l'efficacité. On retrouve cela dans d'autres situations. Quand une entreprise se focalise entièrement sur l'argent et qu'elle oublie ses clients et qu'elle oublie ses employés, elle est aussi dans une sorte de mensonge et elle se retrouve dans le type de blocage. Donc, passer de l'efficacité au flux, c'est faire de l'espace pour aller plus vite. C'est aussi montrer la réalité pour prendre les bonnes décisions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qu'on va voir au fur et à mesure du déroulé. Alors, je montre cette image qui est souvent utilisée des bouchons, la route fluide par rapport à l'utilisation des ressources. C'est certes un cas. Ce que j'y vois aussi, c'est quand on regarde les voitures jaunes d'un côté à gauche ou les voitures jaunes d'un côté à droite, la voiture jaune qui arrive à droite, qui nous arrive sur nous, elle est, je dirais, elle est optimale, dans le sens, elle va pouvoir utiliser les capacités de son moteur, du véhicule et dans les limitations de vitesse de la route. Elle va pouvoir amener un travail d'un point A à un point B de manière optimale. Tandis que les autres voitures jaunes que l'on trouve dans les bouchons, elles sont sans cesse en train d'avancer, de s'arrêter, d'avancer, de s'arrêter. Donc, c'est le démarrage qui fait du mal. C'est l'arrêt et le démarrage qui fait du mal. L'arrêt et le démarrage, c'est l'attente. Et l'attente, ça produit le délai. Donc, comment s'en débarrasser? Eh bien, il faut avoir une excellente discipline. Et c'est pour ça
que si vous pensez que le flux est un objectif, est votre objectif, alors Kanban est votre discipline. Il n'y a rien de mieux pour traiter le flux que Kanban et pour améliorer le flux. Donc, c'est la proposition de ce webinaire qui prend Kanban comme source d'inspiration pour déjouer les instincts qui créent du délai en se focalisant sur le flux. Un deuxième instinct, qui est aussi un des piliers du Lean, c'est les modes batch par rapport aux tâches indépendantes. Donc, j'attire votre attention sur le fait que que le travail peut être aussi bien, quand je parle de travail, peut être bien un travail personnel qu'un travail en équipe. On peut aussi créer son propre batch interne quand on est en train de travailler. On verra ça dans un instinct qui s'appelle la perfection un peu plus loin. Le découpage en tâches d'un travail à faire améliore notre productivité personnelle comme celle de l'équipe. Alors, je vais prendre un exemple très classique que vous reconnaîtriez facilement pour ceux qui l'ont déjà pratiqué au sein des équipes et qui est à la fois un très bon exercice à faire pour faire prendre conscience de l'impact du travail en batch. C'est les histoires des pièces que l'on retourne. Donc, l'idée, c'est qu'on a 20 pièces et il va y avoir 4 personnes, Beth, César, Daphné et Adam, qui vont à tour de rôle retourner les 20 pièces avant de les passer. Donc, Beth va prendre ces 20 pièces, les retourne, les passe à César, et César ensuite prend les 20 pièces qu'il a reçues, il les retourne et il les passe à Daphné, ainsi de suite. Tandis qu'il y a d'autres personnes, je n'arrive pas à lire sur le slide, ce n'est pas grave, qui sont en train de mesurer chaque performance de chacune des personnes et la performance globale. Donc, je tire cet exemple du livre Kanban in Action, que j'aime beaucoup et que j'ai donné en référence aussi. Et ce qui est important ici, c'est de voir le temps pris pour traiter les tâches selon la taille du batch, évidemment. Il y a d'autres implications sur l'utilisation des ressources. Il y a plein de petites choses à faire découvrir. C'est tout à fait, ça fait partie de l'exercice, évidemment. Donc là, nous avons finalement Beth, César, Daphné et Adam qui, en quelques 20 secondes, ont fait leur travail, et pour certains moins. Et au final, le batch total met 1 minute 18, et on peut dire, il y a aussi un calcul qui est fait sur la première pièce qui arriverait. Comme elle arrive en même temps que le batch de 20 pièces, forcément, elle a aussi 1 minute 18 de délai. Ce qui est intéressant, si j'ai fait ce petit calcul pour m'amuser, si on met ça en mois, 1 minute 18, si par exemple je le mets en mois, ça ferait 1 minute et 6 jours. 20 secondes, ça fait 6,5 jours. 11 secondes, ça fait 3,5 jours. Ce qui veut dire, quelque part, qu'il y aurait une tendance à se dire, si je suis manager ou je suis membre de l'équipe, je me dis, Daphné, voilà, on pourrait faire autre chose. Parce que pendant ces 1 mois et 18 jours, 1 mois et 6 jours de travail, eh bien, certains, voilà, la plupart d'entre nous, pourraient faire autre chose. Donc, je dirais que c'est un autre sujet qui n'est pas le sujet de cet exercice que je veux montrer là tout de suite, mais déjà, c'est pour vous dire que ça peut être pire dans une situation réelle. Et quand je parle d'1 mois et 6 jours, on pourrait passer à plusieurs mois si on empile en plus l'utilisation, si on met en plus l'utilisation des personnes dans la boucle. Donc, on refait cet exercice avec l'équipe et cette fois-ci avec des batchs de 5 pièces. C'est-à-dire que Beth et César et Daphné et Adam vont traiter 5 pièces par 5 pièces. Dès que Beth a fini avec 5 pièces, elle passe à César ces 5 pièces et elle commence à retourner les 5 autres pièces du second batch. Et César n'attend pas, il prend le premier batch qui arrive, il retourne ses pièces, il prend le second batch qui arrive, il retourne ses pièces, ainsi de suite, et il passe tout en passant à Daphné chaque fois qu'il a terminé un batch. Ce que l'on remarque, c'est que le temps global a diminué, 40%. Donc il y a un gain de 40%, ce qui, alors, si on reporte en mois, ça fait 15,5 jours. Donc déjà, vous voyez, ça fait déjà un impact significatif. Ce qui est aussi intéressant, tu peux afficher l'animation, parce que nous on est resté sur le batch de 20 pièces. Pardon, oui, voilà, tu vois, c'est exactement le petit problème que je peux avoir avec Google Slide. Merci. Donc là, on a 47 secondes au lieu d'une minute 18, ce qui représente 15 jours si on met ça en mois. Et le premier batch arrive au bout de 23 secondes, ce qui aussi permet d'avoir 7,5 jours si je le reporte en mois. Donc très rapidement, au bout de la deuxième semaine, on peut déjà donner des feedbacks et on peut
faire quelque chose par rapport au batch global des 20 pièces. On peut apporter une amélioration, déjà. Voilà. Donc ça montre l'impact de cette deuxième phase. La troisième phase, c'est de faire pièce par pièce. Là, pièce par pièce, le batch global passe à 26 secondes, ce qui veut dire 8,5, si je reporte ça en mois, jours, ce qui veut dire qu'au bout de 2 semaines, on a fini, au lieu de 1 mois et 6 jours, c'est-à-dire 5 semaines. Et en plus, la première pièce, dès le surlendemain, on a déjà une réponse. On a déjà une possibilité de feedback. On peut voir déjà ce qui s'est passé. Donc, vous voyez un petit peu, ça montre un petit peu l'impact de travailler en mode batch, en mode tâche indépendante. Comme je disais, dans ce déroulé, on va petit à petit, tout ça va se construire et va se mêler. Là, donc l'instinct numéro 3, c'est l'occupation. Donc, on a déjà un petit peu parlé de l'occupation avec l'instinct numéro 2, où j'ai parlé du fait qu'on pouvait occuper les personnes qui semble-t-il, par rapport à la longueur du batch au début de 20 pièces, avaient plein de temps disponible. Donc, limiter le WIP, c'est donc la réponse qu'apporte Kanban. Bon, pour ceux qui connaissent, je répète quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le dire, c'est the work in progress, c'est le travail en cours. On va y revenir petit à petit sur ce WIP. D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'être occupé, il y a plein de choses qui se passent dans notre tête, inconsciemment, la plupart du temps. Être occupé, c'est je suis suffisamment bon, je suis talentueux, je suis important, je suis apprécié, on a besoin de moi. Donc, au final, de nos jours, c'est the new stupid. Hein, je fais référence à cette Busy the new stupid. Et puis cette image aussi, ça me rappelle un petit peu Forrest Gump. Voilà. Malheureusement, c'est une réalité que faut être gentil et dire à ceux qui sont tout le temps avec des agendas remplis à bloc qu'en fait, ils ne sont plus dans la maîtrise des choses. Et comme dirait David Marquet, ils ne contrôlent plus l'horloge, ils sont soumis à l'horloge. A contrario, l'un des principaux objectifs de Lean, c'est de diminuer le lead time. C'est cette partie sur la loi de Little. C'est-à-dire diminuer le temps d'attente entre la prise en charge d'une tâche et son exécution totale. Donc, la loi de Little permet justement de faire la relation entre ce temps d'attente, l'encours, c'est-à-dire le WIP, et le débit d'un système, c'est-à-dire la capacité à produire. C'est utilisé pour la gestion des files d'attente. Bon, ce n'est pas l'objet du webinaire d'aller plus loin. Déjà, ce qu'il faut, si vous voulez bien schématiser ce que ça représente, cette loi de Little est à l'origine de la fameuse phrase de Kanban « Stop starting, start finishing ». De manière simple, on peut dire qu'avec la loi de Little, si l'équipe n'est pas occupée, faire plus. Si l'équipe est surchargée, faire moins. Et dans chacun des cas, l'équipe va accroître ses résultats. Donc, on peut résumer cela en faire moins, produire plus. On verra, on va voir encore les limites WIP et son utilisation dans la suite des autres instincts. Ça, on va continuer là-dessus. Déjà, l'idée, c'est de sortir du phénomène d'occupation. Comment se créer le focus sur le travail? Comment et utiliser les limites WIP sur chacune des étapes de réalisation de ce travail. Voilà, c'est ce que nous allons voir d'ailleurs dans la suite de ce webinaire. Instinct numéro 4, le push. Donc, le push, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est une illusion. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on apprend aux jeunes managers la différence entre un délai et une charge. Hein, quand ils viennent voir une équipe et qu'ils demandent combien de temps pour faire ceci et qu'on leur dit 3 jours et ils se disent « bon, ben, je vais revenir la semaine prochaine, ça sera terminé », merci. Quand on est dans cette situation-là, on croit que les gens vont s'en occuper. Il n'y a qu'une seule manière de s'en assurer, c'est qu'il y ait des personnes qui soient disponibles. Et d'où l'intérêt de passer en mode pool, qui garantit justement la surcharge, parce que les personnes vont pouvoir communiquer sur leur disponibilité, le travail va progresser parce qu'il y aura quelqu'un qui va s'en occuper, et les cartes ne seront jamais perdues, car il y aura toujours quelqu'un qui s'en chargera. Voilà. Donc ça, c'est le phénomène, c'est se passer en mode pool. On va
voir un peu plus dans le détail avec ce slide-là. Donc, on a le product flow qui va de gauche à droite et on a un signal pull qui va de droite à gauche. La fameuse limit WIP se trouve en haut de chacune des colonnes. Dans développement, il y a 3, code review, il y a 3, testing, il y a 2, déploiement, il y a 2. Ça veut dire qu'on peut mettre 2 cartes dans déploiement maximum, en la fois en in progress, le IP, et done. Ce qui veut dire que testing, par exemple, eh bien, comme il y a 2 cartes en done, eh bien, on ne peut pas faire rentrer une nouvelle carte dans in progress. D'accord ? Si je fais la somme des WIP limits, on va avoir 10. Ça ne veut pas dire qu'il y a 10 personnes dans l'équipe. Là, on parle de limite pour les cartes. Je rappelle le côté, je gère le travail et ne gère pas les personnes. Donc là, si je prends cet exemple-là, la manière de pouvoir débloquer la situation, c'est que dans la colonne donne de déploiement, le déploiement a été fait, la carte est faite, la production redémarre ou le lendemain ou juste après le déploiement. Un utilisateur, une personne du support signale que ça fonctionne, il n'y a rien qui est en train d'exploser, c'est parti, c'est bon. Donc cette carte est véritablement done et elle passe dans le done-done. Ce qui permet de libérer dans le déploiement un slot pour que quelqu'un puisse prendre de testing et le mettre en in progress pour la partie déploiement, libérant ainsi testing qui va pouvoir prendre une carte dans la partie code review et pouvoir la mettre en test, qui va pouvoir libérer la partie code review pour prendre dans le déploiement la carte qui est done et pouvoir la mettre en in progress de code review, qui lui-même va pouvoir ainsi de suite reprendre dans le to-do. Là encore, imaginons qu'on a une équipe de 5 personnes, ce n'est pas obligé que ces 5 personnes fassent avancer toutes les cartes, évidemment, puisque ça voudrait dire, si on est 5 ou 6 personnes, je veux dire, là, si on regarde le nombre d'IP, on a à peu près 4. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être. Finalement, il faut que les gens soient disponibles et en train de faire ce travail-là. Donc, c'est la réalité qu'il y a. Ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont pouvoir se déplacer et ça voudra dire aussi qu'il va falloir regarder toujours du côté droit du tableau pour faire finir d'abord avant de commencer, ce qui revient à la phrase start stopping, start finishing, stop starting. Donc voilà donc l'idée qu'il en dégage de ce mode pool où les personnes, en fonction de leur disponibilité, vont pouvoir prendre des cartes et pouvoir les mettre dans les bonnes colonnes pour pouvoir les traiter. L'instinct numéro 5, c'est le sentiment d'importance et ce que propose Kanban, c'est de travailler en mode swarm ou de privilégier le swarm. Donc, qu'est-ce qui crée ce sentiment d'importance? C'est souvent la spécialisation. Voilà, on est chacun dans notre précaré, je suis développeur de ceci, je fais cela, etc. Et ça nous donne un sentiment d'importance et ça nous empêche souvent de travailler avec les autres. Je dis ça, j'ai vécu ça, personnellement je l'ai aussi fait, donc il n'y a aucun jugement que je fais quand j'accompagne des équipes, parce que je sais que c'est assez naturel. Encore une fois, ce sont des instincts naturels. Donc j'ai pris comme exemple, dans la vidéo de David Marquet, j'ai fait une petite image sur le capitaine, voilà, représentation, ça c'est ce qu'on peut représenter, le sentiment d'importance. L'autre photo, c'est pour montrer ces oiseaux en mode swarm, une image assez classique que l'on montre pour expliquer, pour montrer ce que c'est que le swarm, pour inspirer les gens à faire du swarm. Bon, mais en fait, ça n'explique pas vraiment ce que c'est que le swarm. Et donc, qu'est-ce que c'est que le swarm? Pour moi, c'est une décision prise par une personne ou un groupe de personnes d'optimiser le flux. Donc, une décision prise par une personne ou un groupe de personnes d'optimiser le flux. Donc, c'est aussi une activité qui va aider les membres de l'équipe à apprendre de nouvelles compétences et qui crée des équipes plus soudées, au final. Ce que ce n'est pas, c'est de traiter une urgence. Il y a un bug, tout le monde se met autour de la table pour travailler sur ce bug. Ce n'est pas du swarm. D'accord ? C'est une urgence. Et on verra ça un peu plus tard dans le déroulé. Quelles sont les occasions de pratiquer le swarm? Alors, il y en a plusieurs. Quand une carte est en attente, en risque ou bloquée. C'est un travail d'équipe.
Ce qu'on veut, c'est finir les choses. S'il y a quelque chose qui est bloqué, ça va nous. Et si on a cette discipline avec les limites de WIP, ça va nous poser des problèmes. Donc, on va profiter, on va travailler ensemble pour débloquer la situation. Un exemple de situation bloquée, il peut y avoir un membre de l'équipe qui est absent parce qu'il est malade, un impondérable, il n'est pas là, et son travail est resté là. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va se mettre à travailler sur le sujet de cette personne-là, éventuellement l'appeler pour avoir des informations ou se faire aider d'un autre collègue qui a plus de... ou ensemble, à la fois technologiquement d'un côté et sur le contexte, ils vont travailler ensemble. Donc ça, c'est une situation de swarm. Ce que je conseille, en tout cas, et ce que, de mon expérience, j'ai eu des très bons résultats là-dessus, c'est de faire du swarm après un meeting pour aider ou se faire aider d'un collègue. L'idée, c'est que j'ai eu cette expérience avec une équipe qui, c'était la première fois, c'est ce que j'ai constaté moi, hein, donc du coup, en tant que Scrum Master à l'époque, l'équipe s'est mise à faire ce genre d'exercice. C'est-à-dire qu'elle a systématiquement, après le daily, eh bien, il dédiait du temps que ensuite, maintenant, je qualifie du temps de swarm avec l'expérience que j'en ai, et qui consistait à profiter de ces moments-là pour faire soit des exercices de code review, soit, s'il y avait une nouvelle tâche qui était prise, une discussion sur comment on va aborder le sujet à petits groupes, 2, 3. Donc, j'ai eu une équipe comme ça à l'époque qui était de 8 personnes et ils s'arrangeaient, ils s'organisaient comme ils voulaient en prenant un temps qui était le leur selon leurs possibilités. Ce qui est intéressant, c'est que dans le swarm, il y a un risque, c'est le context switching. C'est-à-dire, si on le pratique mal, on peut vraiment ça peut poser problème. Donc, interrompre quelqu'un au bon milieu de la journée pour venir aider, c'est certes possible, mais ça a des conséquences. Donc, profiter de ces occasions pour organiser le swarm, c'est aussi une manière de faire le swarm de manière bien plus puissante que celle qui est juste ad hoc, comme on dit, hein, c'est-à-dire non prévue. Un deuxième élément, un autre élément important là-dessus qui va bien aller avec le swarm, ça sera le Slack, et ça c'est pour gérer le sentiment d'inquiétude. Le sentiment d'inquiétude force les gens à prendre des décisions qui vont impacter négativement le flux. Par exemple, si on ne travaille pas chaque minute, chaque jour, eh bien, ça pourrait nous poser des problèmes et du coup, on va être indisponible pour les membres de l'équipe. Le temps de Slack est autre chose. C'est un temps, alors c'est souvent très mal compris et très mal utilisé aussi. En général, les gens ne comprennent pas que le temps de Slack, c'est un temps de travail. Souvent, ça peut être une distraction, aller sur les réseaux sociaux, voir une vidéo, faire un truc comme ça. Ça peut être une distraction que l'on peut se trouver des bonnes excuses en se disant c'est une vidéo qui pourrait m'intéresser, tout ça, etc., etc. Il faut garder le fait que ça doit être quelque chose pour améliorer, préparer quelque chose par rapport au contexte du projet, de l'équipe avec qui on travaille. Donc apprendre, enseigner quelque chose, contribuer à une idée, améliorer un process. Voilà. Donc, il y a une occasion de faire du Slack quand les limites WIP sont atteintes et qu'il n'y a pas de possibilité de faire du swarm. Là encore, une fois, je reviens un tout petit peu sur les limites WIP. C'est vraiment un outil, c'est un outil de signal. On s'impose ça afin de se rappeler. C'est un peu comme une horloge, comme un réveil matin ou comme une alarme que l'on met. Ça nous permet de se dire, ah là, il y a une situation où il va falloir faire autrement que ce qu'on ferait d'habitude. Donc, j'ai pris un exemple, deux exemples en fait, que j'ai trouvé intéressant à vous montrer, de deux situations différentes où on peut choisir à la fois soit du Swarm, soit du Slack, et ça va dépendre du contexte. L'idée, dans la partie gauche, c'est que le testeur est, je dirais, il est en famine. Donc, ce n'est pas la même chose qu'une limite WIP atteinte, c'est autre chose, mais bon, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait voir dans une formation Kanban avancée qu'on fait chez SOAT. Ce n'est pas l'objet du webinaire là tout de suite, mais en tout cas, ça rentre dans la situation possible de faire du Swarm ou du Slack. Donc là, le développeur ne peut rien faire, il n'y a rien dans la colonne Done à pouvoir récupérer. De la même manière, de l'autre côté, sur la partie droite, on a une limite WIP qui est atteinte,
le développeur pourrait prendre quelque chose dans le backlog, mais il ne va pas le faire parce qu'il y a une certaine discipline. Il sait que s'il va le faire, ça va empirer sûrement la situation et augmenter dans la colonne done du côté du testeur qui va se retrouver avec un batch. Donc, ce testeur, voilà, il fait son travail et dans les deux cas, que ce soit à gauche ou droite, on peut faire du swarm, c'est-à-dire le testeur va voir les développeurs pour savoir comment il peut les aider, l'un ou l'autre, il va proposer pour avancer, soit clarifier les tests qui sont à écrire, clarifier le sujet, le contexte client, que lui, il a peut-être eu des informations différentes, ou en tout cas, il a peut-être entendu des choses, ou servir simplement d'écoute de ce que dirait le développeur. Et du coup, le développeur va lui-même trouver ses propres solutions rien qu'en expliquant au testeur. Donc, c'est tout un tas de comportements qui peuvent être créés et améliorés au fur et à mesure aussi des rétrospectives qu'on peut faire régulièrement, donc suivant les situations qu'il y a. Donc là, le testeur vient aider les développeurs, ce qui est souvent dans la partie droite plutôt naturel, où on se dit, ben, tiens, c'est un exemple classique de Kanban, de formation Kanban, tiens, un développeur va aider le testeur qui n'arrive pas à dépiler. C'est vrai. Mais le testeur peut lui aussi avoir une situation où finalement, il n'a pas besoin réellement d'aide. C'est le système, les tests qu'il y a à faire tourner, le contexte, l'environnement qui fait qu'il ne peut pas dépiler. Et puis, il se trouve que les deux tâches qui ont été faites ont été plutôt faciles au niveau développement, ce qui a fait une accélération du côté des développeurs et du coup une charge supplémentaire très ponctuelle. Donc, soit il accepte cette aide, ce qui, pourquoi pas, pourrait être utile pour comprendre, pour comprendre certaines choses ou pour débloquer certaines situations, mais ce n'est pas une obligation ni dans un cas ni dans un autre. Donc, soit ils font du swarm, soit ils décident de faire les choses autrement. Et faire les choses autrement, c'est aller faire du Slack. Qu'est-ce que va faire le testeur? C'est se dire, bon, ben voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer le process? Et peut-être qu'ils auront discuté ensemble d'un sujet, d'une mini-usine de test qu'ils auraient à faire ensemble. Et du coup, on pourrait imaginer que le testeur travaille sur cette usine de test pendant ces temps Slack, comme le développeur améliore technologiquement le fonctionnement de l'usine de test, voilà, etc. Donc l'idée là-dedans, c'est que par rapport au temps Slack, ce qui est intéressant, c'est de créer une liste de choses à faire pendant ces temps-là. Et là, du coup, on utilise pleinement la puissance du Slack. La perfection, donc bon, c'est un sujet qui m'est propre. J'ai souvent été dans un système d'un problème de perfection pour moi, c'est-à-dire se créer tout un tas de briques techniques où on peut avoir plein de fonctionnalités, etc. Au contraire, la perfection se situe dans le minimum, dans la simplicité. Et c'est pour ça que j'aime bien cette citation de Saint-Exupéry qui me permet de nos jours à mieux expliquer aux développeurs ce que l'on attend d'eux. J'ai été développeur extreme programming, donc la simplicité faisait partie normalement de mes principes, mais malheureusement, on est humain, et donc voilà. La réponse, alors ça c'est une image que je sors directement de Kanban in Action, ça c'est la couverture et ça c'est une petite liste. Donc la réponse par rapport à la perfection, c'est rendre visible le travail. C'est rendre visible aussi pour soi-même, c'est-à-dire prendre, et ça revient à prendre ce batch qu'on a interne et à le découper en petites tâches. C'est voilà. La visibilité du travail, on va le voir aussi dans un autre instinct. Mais déjà, là-dessus, à la fois, c'est souvent, là pour le coup, perfection, c'est souvent, je veux dire, chaque membre de l'équipe, comment il peut s'améliorer pour rendre visible son travail en exposant ce qu'il va faire. C'est une véritable discipline. Donc, instinct numéro 8, la certitude, le besoin de certitude vis-à-vis de la gestion des risques. Qu'est-ce qui force les gens à utiliser des deadlines? C'est le besoin de certitude. Or, il n'y a pas de certitude, surtout de nos jours, mais en plus, dans un travail intellectuel comme le développement de logiciels, on sait très bien que la certitude, on n'en a pas. Ça ne signifie pas non plus naviguer à vue. Ça signifie au contraire plus de suivi, de discipline et de savoir gérer les risques.
Et là-dessus, Kanban apporte une solution, c'est les classes de service. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les classes de service, ce sont des lignes. On sépare le tableau en différents espaces horizontaux et on peut mettre donc en haut la classe plutôt standard et puis en bas et puis vers le bas d'autres classes. Et donc on sépare, les cartes vont dans différents endroits. Chaque classe de service a des priorisations, des règles de priorisation qui lui sont propres. Alors pour expliquer ce que c'est chacune, je vais juste expliquer un petit peu. Standard, c'est une carte a une valeur business identifiable, mais n'a pas de délai de livraison. Ce qui est très important, de vraiment être clair là-dessus et d'avoir une véritable discipline là-dessus. A-t-on vraiment un délai, une date de livraison? La plupart du temps, non. La plupart du temps, c'est pour ce besoin de certitude que nous est imposé ces dates. Donc, à contrario, si on est dans la classe de service date fixe, ça veut dire réellement que la valeur de la carte diminue avec le temps, que son impact aussi diminue et que les coûts augmentent après une date précise. Alors, c'est la réglementation, un contrat, une période spécifique, les fêtes, Noël, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment séparer les deux. Imaginez que vous êtes sur une route ou dans une rue et qu'il y a une ambulance qui passe. Vous allez pouvoir l'identifier ou le SAMU. Vous allez pouvoir l'identifier grâce à son gyrophare. On va pouvoir l'entendre. Par contre, si vous êtes sur une route où il n'y a que des gyrophares, vous n'identifierez pas l'ambulance qui va passer à côté de vous. Donc, c'est pareil. C'est être clair sur qu'est-ce qui fait partie, qu'est-ce qui est vraiment en date fixe, de façon à pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est ce que je disais au départ, rendre visible pour prendre les bonnes décisions. Et ça, déjà, bien rendre visible le fait qu'il y a une date ou que cette date est juste indicative, qui est plutôt un forecast, plutôt une attente, plutôt que réellement quelque chose qui est bloquant, c'est vraiment important. Une autre classe de service vraiment essentielle et qui là aussi rend visible le travail, c'est l'intangible. L'intangible, c'est une carte qui n'a pas de valeur commerciale, qui n'a de valeur business, qui n'a pas de délai de livraison. Mais il y a des risques, il y a des implications importantes. Avec le temps, le coût va augmenter et on risque d'avoir un problème. C'est une mise à jour d'un environnement, c'est une mise à jour d'un langage, c'est différentes actions qui vont avoir des implications de type sécurité. De nos jours, si on travaille dans le digital, ça peut être particulièrement sensible. Ça, souvent, comme les développeurs sont en charge de la partie qualité, ce qui va se passer, c'est que les gens vont cacher cela si l'intangible n'est pas géré de manière claire. Et donc, du coup, s'il y a une dictature un petit peu des fonctionnalités, forcément, on va avoir une situation où soit on va laisser perdurer ça et on va avoir un gros problème et paf, tout va péter. Et là, on va se prendre un bon délai, un problème de sécurité qui va empêcher d'aller en prod. Et ça y est, on est passé sur plusieurs semaines d'attente, le temps que les tests et les mises à jour des softs soient faits et tout soit relivré. Voilà. Donc, c'est vraiment important de gérer cela. La quatrième est vraiment très importante. Expedit, c'est la classe des cartes urgentes. Et ça, il faut vraiment avoir une discipline de faire là-dessus. Un bug n'est pas forcément urgent, mais l'urgence se définit comme la chose suivante. Il y a une valeur immédiate à traiter cette carte et les coûts augmentent considérablement à chaque heure qui se passe sans aucune fin en vue. Là, c'est une véritable situation d'urgence. Parce que quand on a des cartes qui sont dans Expedit, il faut les travailler immédiatement. Les limites WIP ne sont plus à prendre en compte. Elles ont un impact direct sur le flux de l'équipe, car elles interrompent ce qui est en cours. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'arrête de bosser, mais peut-être qu'une bonne partie de l'équipe, et là, le flux tel qu'on le connaît, la prédictibilité de l'équipe va en prendre un coup, la capacité à produire va en prendre un coup. J'arrive sur le 9e instinct, le narcissisme versus une pensée systémique. Bon, le narcissisme, c'est vraiment un gros problème.
Comment on détecte le narcissisme? C'est quand il y a quelqu'un qui parle de son travail et qui se plaint pendant les réunions d'équipe que ça ne le concerne pas et qui finalement on voit qu'il préfère sa réussite personnelle à celle de l'équipe. Ça existe malheureusement beaucoup et cela en fait a vraiment un impact important dans dans les délais, dans les flux, dans le flux. Là, j'ai pris cet exemple, ces deux exemples du livre Lean Primer de Bas Vodde et de Craig Larman. Ce sont deux exemples que je trouve intéressants à développer au sein d'une équipe. L'exemple de la course de relais, c'est pas si simple que ça. Il y a une sous-utilisation des coureurs. Et qui a le poste le plus important, puisqu'on aime bien se féliciter de celui qui franchit la ligne d'arrivée, mais tout le monde est vraiment important. Et du coup, la course de relais, le travail, le bâton, lui, si on prend un coureur qui a les mêmes performances que les autres coureurs de la course de relais, le bâton va arriver plus vite à la ligne d'arrivée avec une course de relais, parce que chaque coureur va pouvoir se donner à son maximum. Tandis que si c'est une seule personne qui fait la même distance, ce n'est pas sûr qu'elle réussisse à faire ce tour de force. Donc, c'est très, enfin, voilà, cette vision systémique, elle est très importante et elle permet de sortir de ce côté narcissisme. Faire aussi comprendre l'importance de l'équilibre entre le thinking, le doing. Le livre de David Marquet, Leadership is Language, dont je fais référence à la fin du livre, parle bien de ça. Si on est trop focalisé sur le faire, on pourrait aboutir sur un produit qui est fait dans les temps, avec toutes les fonctionnalités, mais qui n'est pas le bon produit. Voilà. Parce qu'on n'a pas pris le temps de bien réfléchir ensemble avec les parties prenantes, avec les utilisateurs, avec les clients, pour s'assurer qu'on est en train de faire la bonne chose. Voilà. On peut faire énormément de dettes techniques si on ne prend pas le temps de réfléchir. Voilà. Donc, c'est plein d'exemples et qui sont là-dessus importants d'avoir en tête. Et là-dessus, Kanban apporte cette pensée systémique à travers sa discipline. Le dernier, le meilleur pour la fin, le reporting. Voilà, par rapport au finishing. Qu'est-ce qu'on peut finir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le flux du travail? C'est vraiment les deux questions hyper importantes d'un meeting quotidien Kanban. C'est ce qui fait vraiment la différence par rapport à un meeting de type status meeting. J'ai pris cette image des zombies Scrum, non pas parce que Scrum est mauvais, mais que justement Kanban peut apporter un bon antidote à ce genre de zombies Scrum. Les meetings, les daily meetings, voilà, on sait très bien, on voit un petit peu comment ces points d'avancement privent l'équipe d'une concentration sur ce qu'elle peut et ce qu'elle doit finir. C'est vraiment un risque qu'il faut avoir en tête et c'est là-dessus où Kanban peut apporter là aussi une aide très précieuse. Donc, je suis sur la fin et ce que je vous propose, c'est un prochain webinaire. Ça sera dans les questions le questionnaire qui va vous être envoyé si ça vous intéresse. Il y a un jeu que Brendan Washko, que je cite donc dans les références, a développé. C'est un jeu actionnable, Ask Kanban. Il est dans le sens, on peut l'utiliser en lieu et place d'un daily normal, en se posant vraiment des questions. On peut le faire de manière quotidienne au départ, afin de créer une certaine dynamique, et puis après, une fois par semaine, et après une fois par mois. Il s'agit de questions que l'on se pose. On essaye de jouer les détectives en équipe, et il y a une personne qui est en observateur et qui va essayer de détecter ce qui a été oublié. Et donc, le but du jeu, c'est que l'équipe y arrive sans que l'observateur n'ait rien à dire à la fin. Donc, il y a toute une série de questions. Il y a, comme par hasard, 10 questions, ce qui est en lien avec les 10 instincts. Donc, ça permettra, pour ceux qui ont déjà suivi celui-là, de faire une continuité intéressante. Ce sera peut-être plus interactif parce que j'aurai un peu moins de choses à dire. Et voilà, donc c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a des questions, Maxime? Alors ouais, il y a eu une première question à propos du temps de Slack, des questions autour de l'amélioration continue, à savoir est-ce que l'amélioration continue devrait être, elle, fait
sur le temps de Slack? Ben, en fait, c'est le cas. On va dire que le temps de Slack, ça fait partie de l'amélioration continue. Si par exemple, on a décidé, enfin que l'équipe a décidé de mettre en place quelque chose qui va permettre de s'améliorer en termes de flux, comme par exemple cette histoire d'usine de test ou d'environnement de développement, ou peu importe, ça fait partie de l'amélioration continue. Je dirais que c'est la partie doing de, de l'amélioration continue. On avait également une autre question à propos de la vélocité en Kanban. Comment est-ce qu'on peut la calculer? Ah ben, en fait, c'est très simple. On calcule le temps, le lead time, là, le temps entre une carte qui est prise et qui est finie. On va calculer en fait ces temps-là. Voilà. Donc c'est le débit aussi. Donc c'est plutôt sur ces mesures de timing, le temps qu'on va prendre dans chacune de ces colonnes. Voilà, va être aussi des moments. Ça va être beaucoup plus fin que la vélocité finalement. On va pouvoir s'apercevoir et faire avancer sans jugement en améliorant chaque étape du travail, de la réalisation du travail. Ok, alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi d'ailleurs, j'ai une question à poser un peu à tous les participants. Est-ce que ça vous intéresserait d'assister au webinar sur la démonstration du jeu Ask Kanban? N'hésitez pas à répondre directement dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, déjà, je peux vous dire, je vous dis merci déjà. Et puis, pour revenir sur les références, voilà, je vous conseille énormément de voir tout ce qu'a écrit Barry Overen et Christian Verwich, sur lequel je suis en relation fréquente et qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté sur ma pratique de Scrum. Voilà. Euh, je, j'ai trouvé très intéressant les cours vidéo de Brendan Voshko. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. Je n'ai fait qu'extraire cette partie sur les 10 instincts et en les traduisant et en les prenant et en les mettant un peu à ma sauce. Voilà. Et évidemment, je vous conseille énormément de voir, de connaître et de découvrir ce que dit David Marquet, parce que vraiment, là aussi, c'est fondamental pour tout le monde. Ce n'est pas fait que pour des décideurs, des personnes qui privilégient. Je voulais voir s'il y avait des commentaires, mais je ne vois plus partie commentaires. Ah oui. Alors, on a une question de Farida. Selon toi, quel est l'instinct le plus simple et le plus compliqué à mettre en place? Ah ben, le plus compliqué, le plus, pardon, le plus compliqué pour moi, c'est le Slack. Juste après le Swarm. Je veux dire les deux, quoi. La combinaison des deux. Et pourtant, c'est vraiment très simple à partir du moment où on a ces clés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une équipe a une liste de choses à faire, le Slack prend vraiment tout son sens. Et justement, à partir du moment où on a travaillé ce narcissisme et que l'équipe travaille vraiment de manière soudée et qu'elle a dépassé ses problèmes personnels, et donc là aussi, le swarm devient une évidence. Et là aussi, une bonne discipline, comme par exemple utiliser des bons moments pour faire des swarms, après une pause déjeuner, après le daily ou après une réunion, c'est voilà, à vous de tester ce qui est bon. Mais en tout cas, c'est à la fois très simple à partir du moment où les choses, on a les clés, et c'est à la fois hyper compliqué quand on n'a pas ça et qu'on on découvre ça pour la première fois et de manière conceptuelle. Voilà.
D'autres questions? Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions pour l'instant. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger, enfin de pouvoir, je dirais, présenter cela. Je vois pas je vois plus les commentaires. Je suis un peu perdu. Alors, les commentaires sont très positifs. Je te remercie beaucoup. Merci. Alors, j'invite tout le monde à remplir le questionnaire de satisfaction dont j'ai mis le lien dans le chat. Alors, malheureusement, le lien n'est pas cliquable. Ils ont dû faire une évol côté Zoom. Alors, il y a une question de Laetitia qui dit qu'on a vu des pratiques contre-intuitives. À l'inverse, est-ce qu'il y a des instincts qui facilitent Kanban? Alors, est-ce qu'il y a des instincts qui facilitent Kanban? Je dirais que il y a deux choses qui sont importantes pour l'être humain, c'est notre individualité et notre besoin d'appartenance. Et c'est à la fois, ça crée beaucoup d'anxiété, c'est pas mal de problèmes qui sont difficiles à décoder des uns des autres. Et pour moi, la seule facilitation qu'on peut avoir au jour le jour, c'est d'avoir des conversations sur ça et de ne pas se le cacher. C'est-à-dire que si moi, j'ai besoin d'être, je préfère travailler dans mon coin, et ben c'est important que ça soit dit et que ça soit discuté ensemble et que chacun puisse apporter son propre point de vue. Donc, en fait, ça revient à faire des règles d'équipe. Voilà. Et ça, pour moi, c'est que ce soit pour Scrum ou pour Kanban, créer des règles d'équipe, de fonctionnement, ça doit être ce qu'on devrait faire très tôt ou en tout cas sans tarder au sein d'une équipe afin de pouvoir progresser. Alors, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, pour répondre aux questions qui sont posées, oui, il y aura un replay vidéo qui sera publié, qui sera donc consultable. Alors, je ne sais pas exactement quand on pourra le rendre dispo, mais oui, c'est prévu que ce soit publié. Alors, encore une question de Mehdi, peut-être la première question de Mehdi. Comment est-ce qu'on cadence du Kanban? Mehdi. Comment? Alors, honnêtement, et je dirais que mon expérience là sur le cadencement, bon, bah, j'ai quelques retours d'expérience différents et justement des discussions avec des personnes comme Mehdi. J'aurais tendance à dire que, en tout cas, il y a quelque chose que je voudrais introduire parce que le problème de Kanban, c'est ce côté un petit peu, je dirais, constamment continuel et sans interruption et faire un petit peu ce qu'on appelle les rétrospectives. Donc moi, comme je vous dis, hein, Kanban est très utile pour Scrum. Le Scrum, dans ses pratiques, peut être très utile aussi à Kanban. Et faire des rétrospectives, pour moi, c'est un élément important. Donc du coup, je sais que dans certaines organisations, on cadence en fonction des features qu'on a à faire. Hein, et pour prendre un exemple bien précis, des MMF, des Minimal Marketable Features, ce qui est une bonne manière de cadencer. Et dans ce cas-là, la cadence, elle n'est pas fixe. C'est-à-dire qu'en fonction des MMF, la cadence peut être différente. Donc, avoir la cadence fixe de 2 semaines ou imposée que fait dans Scrum, dans Kanban, ce n'est peut-être pas forcément la bonne approche. Là aussi, c'est une question de contexte. Voilà. Donc, en tout cas, il faut avoir des moments pour pouvoir faire ces rétrospectives. Après, moi, j'ai travaillé avec des personnes qui faisaient la promotion, et moi-même, j'ai fait la promotion de Popcorn Flow. Donc, cette partie rétrospective peut être inclue dans l'avancement continuel de Kanban. Donc, on pourrait éventuellement envisager
d'avoir aucune cadence dans ce cas-là. Alors, on a Abderrahman qui pose une question, j'ai envie de dire, éternelle. Quand on commence un nouveau produit avec une nouvelle équipe, comment choisir entre Scrum, Kanban? Ouais, c'est une bonne question. En tout cas, moi, j'ai déjà mes premiers indices seront est-ce que j'ai une équipe qui est plutôt service team ou product team? Est-ce que j'ai une équipe qui va être soumise à l'agenda d'autres équipes qui vont sur lesquelles ils vont, typiquement une équipe qui va faire de la livraison du déploiement en prod, voilà, elle va être soumise à pas mal d'objectifs. Si c'est une équipe, par exemple, qui va faire une sorte de passe-plat, une intégration d'autres produits pour faire quelque chose, là aussi, ça va être une situation où, pour moi, Kanban sera pour moi plus adapté parce que à partir du moment où je ne suis pas maître de mon propre agenda, le fait d'accélérer mon équipe va me donner un levier d'adaptation énorme. Et pour moi, hyper important. Alors, je vois, ça y est, je suis sur les chats, donc je viens de voir la question sur Scamban. Donc, je dois dire que j'ai cru à un moment, pendant quelques années, utiliser correctement Scrumban, ce qui n'était pas exactement le cas. Je croyais que Scrumban, c'était plutôt, j'attendais pas la fin des 2 semaines pour pouvoir livrer ou montrer mon produit potentiellement shippable. Mais en fait, Scrumban, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la partie amont, entrée, le réapprovisionnement du backlog qui est fait à la demande. Bon, voilà, donc il y a plein de bonnes solutions, de bonnes idées. Si vous avez un produit sur lequel vous avez des utilisateurs, Scrum est fait pour ça. Mais après, c'est pas une dictature. Donc, il faut voir, il faut s'adapter, il faut voir. Et comme je vous dis, faire du Scrum n'empêche pas d'avoir une discipline Kanban. Et XP, c'est le moteur de l'engineering de Scrum. Bah, pour moi, Kanban, c'est le moteur du flux de Scrum. Voilà. Alors, une question de Zacharia. Quels sont les graphes utiles ou les KPI à mettre en place quand on utilise Kanban? Bah, voilà, donc sur Jira, on a les cumulative flow diagrammes. Donc, ce sont des mesures de temps, des mesures de débit qui sont proposées. En tout cas, les graphes sont toujours des graphes qui, sur la mesure du temps pris moyen pour traiter tel ou tel, pour traiter les tâches et je dirais par colonne. Donc, si on reprend l'exemple avec le développement, le déploiement, le test, tout ça, bon, j'ai tout ça cité dans le désordre. Et bien, voilà, c'est de mesurer le temps qu'on va passer dans chacune des colonnes. Et le CFD que Jira propose est une bonne manière de visualiser. Alors, encore une fois, il n'y a pas de mauvais CFD. Hein, il faut juste avoir une conversation autour et voir ce qui pourrait être amélioré. Alors, on a aussi une question de Julien qui porte sur la valeur. Alors, c'est un peu de contexte à la question, s'il te plaît, Julien. Est-ce que tu parles de comment suivre la valeur produite en Kanban? Est-ce que c'est ta question? La valeur, elle va être très liée au débit. Ah, c'était par rapport au KPI de temps. Oui. Non, je vois pas. Je vois pas. J'ai pas l'idée là comme ça. Effectivement, ça n'empêche pas de faire une priorisation par la valeur. Hein. Je veux dire, il y a des solutions, des techniques d'impact effort matrix qui existent, des solutions pour faire les choix des bons éléments qui vont rentrer dans le tableau Kanban en entrée. On peut utiliser Kano, on peut utiliser tout un tas de choses. À partir du moment, ce qui est important, c'est que ce qui va rentrer dans le tableau Kanban va avoir une autoroute devant lui libre.
Et pour éviter ça, on va essayer de faire rentrer des semi-remorques. Voilà. Pour donner une métaphore. Voilà. Ok, je crois que c'est la fin des questions. Tout de même, on arrive à la fin du temps alloué. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur comment, n'oubliez pas qu'on a des formations dédiées à ça. Je vous ai mis dans le chat le lien vers notre formation Kanban. Donc ça, c'est la formation standard, j'ai envie de dire. On a aussi des formations en cours de construction sur comment avancer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller visiter notre site. Et oui, il y a un replay qui sera publié. Par contre, le où et quand, je ne peux pas trop répondre, mais oui, ça sera publié et on vous communiquera l'information. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Et à la prochaine. Merci.